Et voilà, on va enregistrer. Il y a des sirènes dans la rue, évidemment. Les mecs, ils arrivent comme ça, là. Ils se blessent, n'importe comment, ils ont des accidents, ils font la bagarre, comme ça. Il y a les flics, les pompiers, les ambulances, ça fait du bruit. Tout ça juste pour faire chier le mec de Supplément Geek. Bande de bâtards. Ils s'en vont. On va peut-être pouvoir commencer. Allez. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Supplément Geek. Nouvelle saison, hein. J'ai été longtemps absent et je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui, parce que vous m'avez manqué en plus. Tous les jours, je tombe à genoux, je crie « Mais pourquoi ?» en levant les mains en l'air, puis après je pleure, tout nu, recroquevillé dans le coin de ma douche, puis je continue ma journée en errant dans les rues de Paris sous la pluie froide et sombre. Et en plus tout ça sans parapluie, habillé en noir. Je profite donc d'une accalmie niveau travaux dans mon appart pour faire cet épisode, parce que oui, là c'est compliqué, des ouvriers depuis plusieurs semaines à 8h30, ça laisse pas le temps de faire des enregistrements et ça me rend très triste. Ça devait durer 2 semaines, ça fait 3 mois. Au-delà d'être triste, je suis aussi un peu énervé. J'ai tellement hâte que ce soit fini, qu'on puisse reprendre un format plus classique. D'ailleurs, merci pour vos retours sur le dernier spécial Batman, apparemment ça vous a plu, le format discussion, puis bon, faut dire que c'était des invités de prestige que j'avais, donc forcément ça marche. J'en profite pour faire un petit coucou à mes 2 compères, Hughes et Karl, bisous les Batpotes, c'était vraiment trop cool, et si vous avez loupé ça les amis, il est évidemment dispo un peu partout, sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Franchement, j'ai adoré le faire. J'espère que vous avez adoré ou que vous allez adorer l'écouter. On est là aujourd'hui et on va parler dans le Tu sors ou je te sors en comics de King in Black chez Marvel et un peu de Symbiote Spider-Man. En manga, Blackboard et Survivors Club. Puis en ciné, il y en avait des choses, le tri a été difficile. Mais j'avais envie de vous parler de Dune, bien évidemment, et Shang-Chi. On passera ensuite à la boîte de chocolat, avec comme toujours mes attentes sur les prochaines sorties. Dans les temps anciens, un manga qui a tout changé pour moi, puisque depuis le papier journal est devenu mon accessoire de mode favori. Et enfin, dans le partage, on va parler jeux vidéo, avec un petit jeu indé bien prise de tête, mais addictif. Et on va commencer tout de suite les potes, c'est parti pour le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Alors on a dit qu'on parlerait de King in Black, mais avant je voudrais juste faire un petit retour sur Nomen Omen, le dernier tome de la série de Jacopo Camani et Marco B. Bucci. Si vous connaissez déjà le podcast, vous savez que j'ai adoré les 2 premiers tomes, et donc là on a le final, je pouvais pas passer à côté, donc voilà j'en parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, et découvrent le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 13 de la première saison de Supplément Geek pour découvrir la série. Je vais pas faire long, déjà on a une couve qui comme les 2 autres marche super bien, c'est Taranis, l'antagoniste de l'histoire, qui est cette fois mise à l'honneur. Un fond orange fluo, sa peau violacée et ses yeux noirs, avec un trou béant entouré de cristaux dans la poitrine. Des couronnes en lévitation habillant légèrement le fond. Encore une fois, c'est très réussi. Le dernier tome s'était terminé brusquement, et c'est donc dans une action à couper le souffle qu'on recommence ici. Becky a maîtrisé sa magie, et elle compte bien en découdre. Seulement son adversaire a des atouts, qu'on voit arriver, mais qui restent tout de même agréablement menés. Elle va donc se retrouver dans une belle panade, la petite Becky là. Elle va devoir faire appel à des entités qu'elle connaît bien, mais pas tant que ça. C'est compliqué, je vous laisse le lire pour comprendre. Tout ça pour s'en sortir. Hélas, je peux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers, donc je vais m'en tenir là pour l'instant. C'est sûrement le tome le plus énergique, mais aussi le plus déconstruit, mais dans le bon sens du terme. C'est pas la joie, en gros, pour Becky et ses copains, ça part de tous les côtés, donc c'est naturel que ça se ressente à la lecture, et c'est bien fait. Côté dessin, on a toujours des parties en noir et blanc et d'autres en couleur, parce que Becky, je vous le rappelle, ne voit pas les couleurs, à part quand c'est la magie. Et quand les 2 se rencontrent, c'est vraiment magnifique. On a aussi quelques planches, quand certains persos se manifestent dans une dimension autre, et là c'est carrément la technique de dessin qui change, avec un effet moins numérique, même si c'est sûrement fait à l'ordi, aujourd'hui tout est fait comme ça, mais les contours sont pas noirs par exemple, les traits sont plus ronds et volontairement épais. Les couleurs sont moins saturées, bref, on voit là toute l'étendue du talent de Jacopo Camani, et c'est un régal pour les yeux. Juste pour ça, ça vaut le coup d'avoir Nomen Omen dans sa bibliothèque.
Alors je vais pas dévoiler la fin qui sera sûrement clivante, je pense. Perso, moi j'ai adoré, j'ai compris le pourquoi, j'ai compris pourquoi ils ont fait cette fin. À coup sûr, ça ne ravira pas tout le monde, mais on peut dire qu'on n'a pas fini de voir le duo Kamani-Buchi, et c'est avec un plaisir non dissimulé que je lirai leurs prochaines histoires. Donc on va aller sur un 4,5 sur 5 pour ce dernier tome de Nomen Omen. Je ne pouvais pas passer à côté de King in Black chez Marvel Panini, évidemment, puisque je vous avais déjà parlé du Venom de Donny Cates et Ryan Stegman que j'avais trouvé exceptionnel. Donc j'ai pas lu le tome 3 qui vient tout juste de sortir, mais j'ai lu les deux premiers, et tout est lié avec Venom et Absolute Carnage. On retrouve encore Donny Cates et Ryan Stegman, mais pas que, puisque c'est tout l'univers Marvel qui est impacté par cet événement, et on a donc énormément de crossovers, de petites histoires qui sont plus ou moins liées avec des persos secondaires, tertiaires ou même quaternaires. On retrouve donc Jason Aaron, Sinan McGuire, René Barnes et bien d'autres au scénario, ou encore Luke Ross, Nina Vakueva ou Kyle Hotz au dessin. Et bien d'autres encore. Alors je vous le dis, faut clairement lire les runs de Cates et Venom avant de commencer cela, donc en commençant par Venom Rex. En gros, dans King in Black, Cates et Stegman s'occupent du récit central, on va donc commencer par ça, et c'est plutôt réjouissant de les retrouver, parce que ce duo est hyper efficace. Cates, c'est vraiment écrire Venom, on sent qu'il aime cet univers, ce personnage, et qu'il veut redonner ses lettres de noblesse au symbiote et à son hôte d'origine, à savoir Eddie Brock. Et Stegman arrive à sublimer les récits de son collègue, et j'imagine ami, tant les deux sont complémentaires. Donc là, on a le dieu des symbiotes qui vient de débarquer, Big Boss Clintar, qui porte le doux nom de Knull. Et son but est de faire passer le monde dans le chaos et le néant. Tous les héros sont mis en contribution pour faire face à cet assaut, mais c'est bien Eddie Brock qui porte le symbiote Venom et Dylan Brock, son prétendu petit frère, qui ont les liens nécessaires pour faire face à la menace. Ça commence relativement fort, ils font pas dans la dentelle. Depuis le début du run Venom de Cates, ça va à fond, et c'est la même dans la première partie du récit. Knull fait un peu penser au Batman qui rit dans le design, et même dans l'atmosphère qu'on retrouve dans les pages de ce volume, tout ça m'y fait un petit peu penser. Par contre, l'histoire se tient mieux, donc s'ils s'en sont inspirés du Batman qui rit, ils ont su l'arranger et être moins éparpillés dans le récit central. Parce que oui, c'est là que c'est moins sympa, quand on arrive à la suite, donc les courtes histoires qui complètent chaque tome, ça a beaucoup moins de sens. Il y en a des très bons, d'autres beaucoup moins, et limite c'était pas obligatoire et superflu. Il y a une histoire sur Scream, le symbiote jaune, et je vais pas en parler parce que j'ai pas compris l'intérêt. Une histoire de Noël, pas ouf niveau dessin et trop légère face au reste de l'événement. Par contre, on a un Hulk surprenant et esthétiquement très beau, ça j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'était pas nécessaire. Et ça, c'est juste le tome 1. Dans le tome 2, ça devient décousu et franchement pas ouf à lire. Le Chevalier Noir, et je dis bien Chevalier Noir, c'est pas Batman, hein, c'est un personnage de Marvel qui s'appelle le Chevalier Noir et qui voit Merlin. J'en ai strictement rien à carrer de ce mec. Même si c'est pas le pire dans le livre, hein. Je suis aussi un petit peu déçu du récit central qui est trop court en vrai. Et mélanger toutes ces histoires, bah ça me perd un peu. En plus, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas tous les tie-in, donc Panini, merci, mais pourquoi? En fait, je crois que je préférerais lire l'histoire d'une traite et les récits annexes à la fin. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça aura un intérêt pour faire avancer le truc. Il y a vraiment trop d'inégalités en plus déjà entre le travail de Stegman et les autres. On a parfois un fossé et forcément, sur des histoires qui ne durent pas plus de 20 pages, on raconte pas grand chose de bien construit, ou rarement, hein. Et c'est dommage parce que j'adore vraiment le boulot de Cates et Stegman sur l'histoire principale, et le reste vient parasiter tout ça. Donc Knull, il a beau avoir une aura sombre de dingue, j'ai un peu de mal avec le rythme, et ça me perd un peu. En vrai, j'ai quand même hâte de lire le final de ce duo, parce que c'est l'event qui va clore la prise de parole de Cates sur Venom, mais bon, pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Je dis quand même toujours, hein, le récit central est quand même très cool, c'est vraiment le reste autour qui me déçoit. Voilà, donc on va partir sur un petit 3 sur 5, parce que l'ambiance est quand même très lourde et bien foutue, mais c'est trop décousu pour apprécier pleinement. Et donc, on reste plus ou moins dans le délire Knull, avec le dernier symbiote Spider-Man, King in Black, le titre, de Peter David et Greg Land, qui nous racontent des histoires inédites de Spider-Man juste après la Secret War, et je parle bien de la première Secret War, donc des années 80, quand Peter trouve le costume noir, mais qu'il ne sait pas encore qu'il s'agit d'un Clintar. On se balade dans le passé avec ce récit, et avec tous les autres symbiotes Spider-Man, mais Marvel arrive à relier ça avec l'event du moment. Ils sont forts, hein, Marvel. Franchement, ça passe super bien, parce que c'est une histoire qui se démarque un petit peu. Déjà, on reste sur Spidey. On n'a pas 120 000 persos, bien qu'ils reçoivent de l'aide dans cet opus, et pas de n'importe qui, hein. Rocket Raccoon, Kang le Conquérant, ou le Chevalier Noir, toujours pas Batman, hein. Ça serait génial, mais DC Marvel, quoi. Que j'aime toujours moyennement, hein, ce Chevalier Noir, mais qui là passe mieux que dans ce dont on a parlé juste avant. Sur la couve, on voit
Watu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand bonhomme à grosse tête, sûrement un Bogdanov, qui observe les univers et les événements, et il ne prend jamais parti. C'est au travers de ses yeux d'ailleurs que le récit commence. Donc Knull, il veut envahir la Terre, et Kang le Conquérant n'est pas prêt à laisser l'univers qu'il convoite aux mains d'un autre. Il convoque donc une petite équipe avec les héros cités plus haut. Pendant ce temps, on a un nouveau méchant, une sorte d'ombre malveillante qui se fait appeler Mr. E, ou Monsieur E en français, mais ça sonne pas top. Et ce méchant, à la manière des symbiotes, il utilise des hôtes pour arriver à ses fins. Sauf que devant lui se dresse Spider-Man en costume noir. Bref, quand l'équipe est entièrement réunie, on dirait les gardiens de la galaxie avant l'heure. Ça voyage dans l'espace, ça se tape avec des trolls, et l'équipe est pas chaude pour obéir à Kang, qui normalement est plutôt côté obscur de la force. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'équipe on retrouve aussi Monica Rambeau, alias la nouvelle Captain Marvel. Si vous ne voyez pas qui elle est, regardez Captain Marvel le film, et la série WandaVision, au moins vous aurez une idée. C'est haut en couleur, c'est sympathique, l'histoire se tient, comme les autres travaux de Peter et Greg sur ce titre. À chaque fois je trouve que ça en fait pas trop, que c'est lisible, que c'est quand même original. Petit bémol sur la fin que je trouve facile, j'en dis pas plus mais bon, fallait bien que ça colle avec la continuité des récits actuels de King in Black. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de cette fin, je suis curieux de savoir si ça vous a trigger ou non. Un bon 3,5 pour ce symbiote Spider-Man King in Black, toujours aussi sympa à lire. Allez, on part sur les mangas, et pour commencer on va parler de Blackboard, un manga bientôt fini alors qu'à peine commencé, comme j'aime 3 tomes. On en a déjà 2, le dernier étant sorti le 9 septembre. Au Japon, ce titre de Izumida Fuyuki, premier titre de Izumida Fuyuki, était arrivé en 2016, publié par Square Enix, qui font pas que des jeux vidéo, au Japon ils font aussi du manga, et donc on est un petit peu en retard, 2016-2021. Le principal c'est de l'avoir, vous allez me dire, et vous auriez raison, les petits geekouniou. Chez nous, c'est Omake Books qui nous l'offre. Alors c'est censé être un shonen, prépublié dans Shonen Gangan, mais franchement, c'est un shonen que dans certains codes, on n'est pas loin du seinen, parce que c'est cru, violent, un peu osé, donc bon. Il a le cul entre deux chaises ce Blackboard, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Alors le pitch, on est dans Jackpot, le nom de la ville, Jackpot, où se trouve un énorme tableau noir, surprenant, au vu du titre, et sur ce tableau, il y a plein d'annonces, dont des annonces pour des chasseurs de primes. Forcément, on va suivre une gamine, badass mais choupie, Tamaki Shirai, et son nom se retrouve sur ce fameux tableau. Alors Jackpot, que je vous explique quand même, c'est le bordel grave. Il y a que des malfrats, ou presque, et du coup tout le monde veut se faire de la maille, du blé, des pépettes, grâce aux annonces du Blackboard, et les annonces d'assassinat sont celles qui payent le mieux, donc elle est dans la mouise la petite là. Mais bon, elle a pas l'air d'avoir froid aux yeux, surtout qu'elle aussi remplit des missions des annonces. On pige assez vite qu'elle cherche à se venger de quelqu'un, un certain Vincent, qui semble bien dangereux, et pour réussir dans sa quête, et éviter de se faire zigouiller, elle va se mettre à la recherche d'un garde du corps. Et bim, qui c'est donc que voilà, Basco, un type balèze qui fait peur, que même Conor McGregor, il ferait pas le malin devant. Regardez la couve, il est dessus avec son gros pistolet. Le duo se forme, et ça marche plutôt bien, c'est basique mais efficace. Elle est petite et mimi, lui Barack est full cicatrice, elle parle beaucoup, il est muet, elle s'est fixé une mission bien précise qu'on connaît rapidement, alors que lui est ultra mystérieux, mais on sent bien qu'il cache quelque chose. Et eux deux, dans cette ville bien pourrie, où tout le monde est mauvais, même les flics, on les sent seuls contre tous, et ça fonctionne super fort. C'est pas très original, dans les grandes lignes, on a tous les codes des récits d'action, du style la drogue, les bagarres, grosses bagarres même, les indiques, les sous-fifres et les gros bonnets, un peu genre mafia qui règne sur le peuple. Mais c'est une lecture qu'on ne lâche pas parce que le duo est très bon. Que les dessins sont francs et plutôt jolis, pas mal détaillés, et c'est hyper rythmé. Puis on va en savoir plus sur Basco, sur comment Tamaki va réussir ou non sa quête vengeresse. Donc les 2 premiers tomes, on les mange d'une traite. Puis les persos secondaires sont bien aussi, notamment un jeune journaliste qui veut en savoir plus sur un certain réseau, mais je me tais sinon je vais trop en dire. Je parle pas trop du tome 2, parce que je veux pas vous spoiler le truc. Je peux dire que l'investigation se poursuit, qu'on a des nouveaux persos qui viennent donner une note d'humour plutôt sympathique, et que là, la relation continue d'évoluer entre nos 2 héros. On entre un peu plus dans les organisations qui chapeautent les trucs, pas très catholiques, et ça fait bien avancer le récit, et c'est pas déceptif. Alors là, ça sonne vite fait shonen, bourrin comme c'est, on dirait plutôt un seinen, mais on a des pages plutôt légères, avec des dessins plus minimalistes et des petites blagounettes qui rappellent effectivement le shonen, mais franchement c'est tout. C'est pas à mettre dans les mains d'un môme quoi, même si c'est pas complexe, on voit de la culotte et des scènes sanglantes. Bref, perso j'ai adoré, je vois pas trop comment en un tome on va pouvoir clôturer tout ça, on a quand même beaucoup de choses à découvrir encore, donc je suis curieux de voir la fin, et pour les 2 premiers tomes, ça vaut quand même le coup de le lire.
Je pars sur un bon 4 sur 5, c'est hyper fort et j'aime bien l'ambiance crasseuse mais légère que les personnages installent. On reste sur les livres avec des bulles en noir et blanc qui viennent de l'archipel japonais, et cette fois on va parler d'un vrai seinen, Survivors Club, chez Delcourt Tonkam, un manga de Aosei et dessiné par Anajiro. Comme Blackboard, on est au tome 2, et il y en aura 3, sorti le 25 août, et le prochain sera donc le dernier. C'est encore un manga qui traite du harcèlement à l'école, on en a pas mal en ce moment, entre Purgatory Girl, Personnage et j'en passe, sauf que là ça part en vrille dès le départ, puisque la couve c'est une petite nénette, avec une ceinture d'explosifs et du sang. Voilà, la base est déjà bien posée. On a 7 élèves qui ont survécu à un attentat, qui sont réunis dans une classe, on ne sait pas trop qui les a convoqués, mais dans ce groupe, il y a au moins un complice de l'événement auquel ils ont réussi à réchapper il y a 3 ans. Shindo a des doutes, c'est d'ailleurs lui qui prend la parole, et il leur montre une bombe similaire à celle qu'avait utilisée Ijiri, l'auteur de l'attaque, et il est persuadé que c'est l'un d'entre eux qui l'a fourni aux terroristes. Alors on voit des flashbacks avec les différentes séquelles que ça a laissé aux élèves, on voit leurs cicatrices d'aujourd'hui, et c'est pas très beau à voir, hein, parce que ils s'y donnent à cœur joie dans ce manga, donc viscères, jambes arrachées, sang, etc. Donc on se demande, mais qui c'est donc qui a tout fait péter nom d'un chien? Mais y a pas que ça, bah non. En parallèle, dans un autre établissement, où un nouvel acte de violence similaire qui se produit, et là c'est Serizawa qui prend en otage des élèves de sa classe, elle qui est victime de harcèlement, et elle porte une magnifique ceinture que c'est Ben Laden qui lui a confectionnée, hein, et c'est de la bombe. Voilà, on ne reparlera plus jamais de ce qui vient de se passer, merci. En tout cas, elle est bien remontée, et elle décide de montrer à tout le monde via un stream le procès qu'elle intente à ses bourreaux, qui le sont parfois par le silence qu'ils gardent, et pas que par les actes. Et elle est pas tendre, hein, mais en même temps, vu ce qu'elle a subi, on peut le comprendre. Alors elle s'amuse en instaurant des jeux plus ou moins sadiques, et certains gagnent le droit de partir. Elle passe de victime à juge en gros. Alors ces deux histoires semblent avoir un lien, en même temps, on nous les raconterait pas dans le même bouquin si c'était pas le cas, avec le premier qui ressemble plus à une investigation et le second qui est dans le feu de l'action. Ça doit pas être simple à écrire hein, pour que ce soit pas désordonné, entre les flashbacks des uns et des autres, les scènes dans un établissement puis dans l'autre, bref une tannée pour les auteurs, mais ils y arrivent donc tant mieux. Chara-design efficace, sans fausse note, précis, trashouille, sombre quand il le faut, jolie couve aussi puisqu'on comprend relativement bien qu'on n'est pas là pour rigoler. Franchement, il y a des scènes où si c'était pas des dessins, elles seraient pas supportables. C'est l'avantage du manga, on peut montrer de l'ultra-violence, autant lors des attentats que des moments d'harcèlement que subissent les élèves, qui deviennent finalement les monstres que les tortionnaires ont créés. Et c'est impactant, mais en film, je détournerais le regard, par exemple. Ça, c'est certain, je suis pas sûr que je le supporterais. On est clairement pas à l'aise quand on le lit, ou alors faut vite aller voir un docteur, hein. Il y en a des très bons à Sainte-Anne pour ce genre de soucis, mais c'est ce qui rend ce livre intéressant, parce que ça pose la question de est-ce qu'on se bougerait face à ce genre de situation extrême. En tout cas, je peux pas m'arrêter là, et j'ai envie de savoir qui est derrière tout ça, et savoir comment certains vont s'en sortir ou pas dans le prochain tome. Faut vite qu'ils sortent, parce que là, c'est insoutenable. Donc on a un deuxième très bon titre, là, et c'est encore un 4 sur 5 pour ce Survivors Club, qui explose toutes mes attentes. Explose, bombe, ouais, je suis un génie, je sais. Et on part en direction des salles obscures, les Geekunyu. On va commencer avec Shang-Chi, dernier film en date du MCU, le Marvel Cinematic Universe. C'est arrivé le 1er septembre au Cinoche, donc oui, c'était il y a un moment, mais quand même, hein, on aime bien Marvel. C'est de Destin Daniel Cretton, avec Simu Liu, que je connais absolument pas, Tony Leung Chi-wei, qu'on connaît un petit peu mieux, et Okwafina, que je connaissais pas non plus, mais m'a fait marrer. Alors je vais être franc, je connais pas hyper bien ni les acteurs, je viens de le dire, hormis Tony Leung, parce que In the Mood for Love, hein, et le réal Destin Daniel Cretton pour States of Grace, avec Brie Larson, hein. Et encore, je savais pas que je connaissais un de ses films avant de me renseigner pour enregistrer ce podcast. Je connaissais le film, je savais pas que c'était de lui. Je connais pas super bien Shang-Chi non plus, même si on le voit dans quelques comics, j'ai jamais lu une BD lui étant consacrée. Je pense que c'est bien de le dire, parce que de ça en découle un fait relativement important, j'en attendais strictement rien. Pour résumer un peu le scénar, c'est très simple. C'est un mec, un dude, qui a une vie tout en simplicité et qui est rattrapé par son passé et qui va devoir affronter une organisation de méchants mafieux vilains armés jusqu'aux dents. Quand j'étais petit, oui je me dévoile, j'aimais bien les films chinois et surtout les films de kung-fu, et on a des petites pépites dans le genre, hein. Alors quand le film a commencé, avec une voix qui parle en chinois et pas en anglais, j'avoue que ça m'a tout de suite interpellé. On nous explique relativement vite et bien qui est l'antagoniste du film. Puis très vite, on atterrit sur une scène dans une forêt de bambou qui m'a un peu rappelé Le secret des poignards volants, hein. Film à voir absolument parce que magnifique. Alors j'ai
j'étais déjà conquis. Admirablement filmé, une chorégraphie royale, presque une danse entre Tony Leung et Fa Chen, ou plutôt futur parent de Shang-Chi. Lui possède les 10 anneaux, et elle arrive à le maîtriser avec des mouvements fluides et en utilisant les forces de la nature pour le contrer, et tout ça avec des jeux de regard incroyables et tout en finesse. Voilà, déjà là, c'était bon pour moi, j'étais dedans, j'étais pris dans le film. De cette rencontre, un amour naît et un enfant, le petit Shang-Chi. Puis on passe un petit peu et on voit le petit Shang-Chi qui a grandi et qui vit à SF avec sa meilleure pote Cathy, interprétée par Awkwafina. Le ton est drôle, léger et le duo marche super bien. Une scène d'intro où on voit Shang-Chi sortir d'une voiture, magnifique. On a assez vite de l'action, avec une scène assez cool dans un bus par exemple, qui présente des super idées, vraiment, même s'il y a des défauts de texture par exemple, qui viennent un petit peu nous titiller la rétine, mais ça reste très sympa, les combats, ouais franchement la claque, surtout que les cascades sont faites par les acteurs, et ça se ressent. C'est trop bien. On bouge de SF, on va à Hong Kong, on rencontre d'autres persos bien stylés, et on a encore des combats de haute voltige, des lumières de dingue. Hong Kong est assez bien filmé, c'est vraiment une ambiance acidulée sous néon coloré, l'image qu'on peut se faire de Hong Kong. Et ça va encore à 2000 à l'heure, encore une phase très très cool. Alors, on a bien quelques moments de répit, avec presque un petit ventre mou, après la rencontre entre Shang-Chi et le mandarin, mais en même temps, c'est bien la première fois qu'on a un méchant qui fait preuve de retenue dans l'univers du MCU. Bon, en vrai, le père de Shang-Chi, c'est pas le mandarin, c'est Fu Manchu normalement. Je pense que c'était tellement un perso affreux et clairement caricatural, voire dégradant pour les Chinois, que Marvel a dû trouver autre chose. Et finalement, le mandarin était peut-être une bonne chose pour éviter un coup d'état. Pareil, les anneaux normalement c'est des bagues, mais ça devait faire doublon avec le gant de l'ami Thanos. Donc en bracelet, ça passe. Et puis comme j'en attendais rien, que je m'en moque un peu qu'on adapte bien ce perso du coup, j'ai pas été dégoûté comme je le suis quand on met Venom sans Spider-Man par exemple, ou quand on oublie que c'est Hank Pym qui est à l'origine d'Ultron et pas Iron Man. Bref, fin de la parenthèse. La deuxième partie du film est un peu plus fantastique que la première, et c'est pas pour me déplaire, on a des choses vraiment très belles, des décors sublimes dans une nature magique, et au sens propre du terme, et on en prend encore une fois plein les yeux. On a de la bestiole assez dingue, le combat final est plutôt épique, mais surtout lisible, même si on reste chez Marvel, donc ça en fait des tonnes, mais en même temps c'est aussi ce qu'on vient chercher dans ce genre de film, donc bon. Finalement, il y a un bon rythme, un duo Shang-Chi-Cathy qui marche bien parce que complice et drôle, et l'histoire se tient. Visuellement, j'ai pris une bonne torgnole, que ce soit les chorégraphies ou la photographie. En même temps, c'est Bill Pope qui était derrière la photo. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas, Bill Pope, Matrix et la trilogie, c'était lui. L'acteur qui joue le héros, je l'ai découvert donc dans ce film, et c'est une bonne découverte, il est très fort ce jeune homme, Quand il joue, il fait pas de la simu, lui. Voilà, j'ai mis un jeu de mots bien naze, je suis content, je vais bien dormir grâce à Simu vieux. Un bon 4 sur 5 pour Shang-Chi du coup, qui se démarque de tous ses copains du MCU avec une vraie identité scénaristique comme visuelle, et qui fait du bien, surtout après le très oubliable Black Widow, qui l'a précédé. Un autre film cette semaine, et pas des moindres, un film dont on avait déjà eu une adaptation, un film tiré d'une œuvre de Frank Herbert, un film avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem et Zendaya, un film de Denis Villeneuve, un film sorti le 15 septembre en France, un film qui parle des Atreides et des Harkonnen, un film qui traverse l'espace pour chercher l'épice, un film sur une formation de sable fin créée par le vent qui forme un monticule assez imposant pour faire une butte ou une colline. C'est bon là, je pense que vous l'avez, surtout que je l'avais annoncé en intro, donc si vous l'avez pas, je peux plus rien pour vous les potes. Je parle bien évidemment de Dune, non de nom. On l'aura attendu celui-ci, En tout cas, moi oui. Et contrairement à Shang-Chi, j'en attendais déjà beaucoup plus de celui-ci. Surtout que je vois bien les défauts du film de Lynch, que j'aime sans plus, mais qui effectivement souffrait d'un problème de moyens techniques. Alors, plus de 30 ans après, il était temps de corriger tout ça et de faire un truc plus poussé avec la technologie qu'on possède. Bon, je me doutais bien que Villeneuve allait adapter la version du bouquin et pas refaire celui de Lynch, ça aurait aucun intérêt, pour nous délivrer sa vision et rendre une œuvre plus aboutie et fidèle au livre de Herbert. C'est pourquoi le film qu'on vient d'avoir est la première partie, 2h36, alors que celui de 84 avait essayé de nous raconter un pavé en seulement 2h20. Ah, ça change pas mal de choses. On a un petit jeune qui fait un peu la gueule mais qui a des capacités hors du commun, Popol comme j'aime à l'appeler, et Popol, il est voué à faire de grandes choses pour les Atreides.
Il est envoyé sur une planète, hostile et sablonneuse, désertique, avec sa famille, et en gros, ils sont les représentants de leur peuple. Alors, il y a un côté très politique dans ce film, et ils veulent se fournir en épices. Et c'est pas du cumin ou du curry, c'est une ressource qui permet d'augmenter considérablement la puissance d'une nation, et quand je dis nation, je veux dire l'humanité, genre. Sauf qu'en face, on a les Harkonnen, avec le baron à sa tête. Ils sont pas là pour plaisanter, les gars. Le baron, c'est Jean-Marie Le Pen qui a fusionné avec Jabba the Hutt, autant physiquement qu'idéologiquement, donc ça craint. Et comme ils veulent, aussi l'épice, c'est chaud. Cette première partie nous met les choses en place, donc on se doute bien que ça va pas être l'opus le plus énergique de la série, hein. Villeneuve, c'est un type qui prend le temps d'expliquer, quitte à ce que ce soit un petit peu long. Je rassure, il n'y a pas que de la parlotte, et même si ça avait été le cas, le film est tellement beau que ça n'aurait pas été grave. C'est vrai que le peu de scènes d'action n'ont pas transcendé, par contre. Là où c'est top, c'est le développement des personnages, juste. Même si Timo, il me gave un petit peu avec sa mono-émotion, hein. Il sait jouer que ça, en fait. Il a une tête, voilà, c'est tout. Alors, il a bien de la chance que ça aille avec ce qu'on attendait de Popol. Il m'a surpris, par contre, je dois bien l'avouer, sur les quelques combats auxquels il participe, notamment avec Brand, enfin, Gurney, enfin, Josh Brolin, quoi. Le mec, il a beau avoir plus de 50 ans, ça reste l'ado des Goonies. Oscar Isaac, le père de Popol, le duc Leto Atreides, génial, il a la classe, la prestance, une barbe qui rivalise avec celle de Hughes, on peut rien dire. Le gars peut se targuer d'avoir joué dans le seul Star Wars qui vaille la peine ces dernières années, donc Rogue One, et Dune. 2 films importants dans la science-fiction. Jason Momoa fait de la bagarre, hein, il est moins en slip que dans Aquaman, donc j'ai été frustré, mais sinon ça va, il fait son truc avec ses sourcils là, et il met des beignes. Zendaya, 5 minutes en cumulé dans le film, 4 jours de tournage. Peut-être que c'était pas la peine de faire tout un pataquès sur sa présence dans le film. Par contre, je pense que dans le prochain, elle aura une toute autre place. Et là, on pourra lui lécher les pieds pour la promo, hein, en espérant que sa prestation se tienne. Mais avec le peu qu'on voit, je me dis que ça va le faire. Javier Bardem, pareil, hein, on le voit pas beaucoup, mais il a tellement de charisme qu'il prend toute la place quand il apparaît. Stellan Skarsgård. Vous savez que j'aime pas les noms. On me met un mec qui s'appelle Stellan Skarsgård. Le baron Harkonnen, quoi. En vrai, je sais pas trop, parce que pour le coup, je préfère la version de Lynch. C'est bien la seule chose que je préfère dans le film de Lynch, hein, qui est plus pervers, plus sale, répugnant, hein. Voilà, donc Villeneuve, je trouve qu'il l'a pas amélioré. Je vais pas passer en revue tous les acteurs du film non plus, mais c'est vrai que celui-ci, bon. Je finis quand même avec Rebecca Ferguson, Lady Jessica, la mère de Popol, qui m'a cloué. Toutes les émotions passent par elle, elle est magistrale, elle livre une prestation exceptionnelle, et ça même quand elle ne parle pas. Elle va même jusqu'à transcender la non-émotion de Timothée Chalamet, hein. Elle fait le taf pour deux, et ça nous bouffe la tronche. Rien que pour elle, ce film est dingue. Bon, évidemment, le film n'a pas que des acteurs, il a aussi une identité visuelle forte, hein, et le désert est remarquable. Ça a dû être tellement dur pour les acteurs, mais le résultat est là. Ça valait le coup de prendre cher les potes, hein. Franchement, à mon avis, ils ont dû en baver. Les décors en général, il n'y a presque pas de fond vert. Ça se voit, l'image fait vrai, et les incrustations sont bien foutues, les vaisseaux, les costumes, les paysages, tout est beau, j'ai rien à dire. En fait, je me rends compte que le film est dingue, mais il me manque un truc pour l'instant. J'en ai pris plein les yeux, mais je crois que je me suis un chouille ennuyé. C'est pour ça qu'au début, j'ai précisé que Villeneuve prenait le temps de poser les choses, et j'espère que le prochain sera plus agressif, plus dynamique. Ça reste bien meilleur que le film de Lynch, hein, moins rouge surtout, même si je comprends que ça reste un film culte, celui de Lynch. Il a osé adapter un premier truc qu'on disait inadaptable. Franchement, personne imaginait Dune, mais force est de constater qu'avec nos moyens actuels, ça prend une ampleur tout autre. Et la musique de Hans Zimmer, il a bien fait de dire non à Tenet pour faire celui-ci. La musique de Lynch, j'en parle pas parce que c'est ce qu'il y a de pire dans le film. Bref, si vous aimez la SF, je pense qu'on a enfin un sacré concurrent à Star Wars, qui s'était inspiré du livre Dune, hein, c'est toujours bon de le rappeler. 4 sur 5 pour Dune, et le peu de reproches que je lui fais, c'est que je pinaille, franchement, c'est beau putain. Bon je crois que c'est l'heure d'ouvrir la boîte de chocolat les amis. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, la boîte de chocolat, en comics? Comme toujours, hein, je suis fan de Stranger Things. Alors quand il y en a un qui sort, je saute dessus, et justement le prochain arrive le 7 octobre, et s'appellera Stranger Things et Donjons et Dragons. Ça se déroule avant la saison 1 de la série, et les 4 compères se regroupent pour la première fois ensemble pour jouer à ce jeu mythique qui va les accompagner tout au long de leur enfance. Au-delà de parler du jeu, on devrait aussi voir comment Donjons et Dragons leur a permis de comprendre le courage et de pouvoir faire front face aux racailles de l'école qui les emmerdent. C'est encore Jody Hauser qui écrit, accompagné de Jim Zub, et ça zic,
à l'illustration, alors je sais pas comment on le prononce, hein, M-S-A-2-S-Y-K, Msasik, et Diego Galindo au dessin. C'est toujours chez Mana Books, en grand format. Le 13 octobre, chez Marvel, encore, hein, décidément, on en a du Marvel aujourd'hui, déjà le dernier King in Black, mais surtout le Carnage, Black, White and Blood. On vient d'avoir la version Wolverine, et c'est trop classe, pas de couleur si ce n'est du rouge, et si ça se prêtait très bien à Logan, je trouve que c'est bien un Carnage que ça collera le mieux, déjà parce que le personnage est rouge de base, mais aussi parce que c'est le plus sanglant de tous les antagonistes de l'univers Marvel. C'est un grand format, puisque c'est 23 cm sur 33, et l'objet est beau, déjà, juste comme ça, posé dans une bibliothèque, c'est magnifique. Les planches sont superbes, en tout cas celles que j'ai vues, et on retrouve comme dans Wolverine, toute une myriade d'artistes, hein. Ali Wing, Benjamin Percy, Dan Slott, Donny Cates, Sarah Pichelli, John McCrea, Marco Cecchetto, Kyle Oates, on a du beau monde. Et c'est une anthologie, donc on a plusieurs histoires qui vont se succéder, et j'espère qu'on aura de la pépite. Forcément, il y en aura des moins cool que d'autres. Après, le concept simple du noir et blanc et rouge est super efficace et suffit pour que ça attire mon attention. En manga, le 13 octobre aussi, on a Mars Red de Karakara Kemuri qui sort chez Panini Manga. J'aime les vampires, hein, depuis toujours en fait, hein. Déjà petit, je regardais Ernest le vampire en dessin animé, donc voilà. Et encore aujourd'hui, j'adore les histoires sur les gens qui boivent du sang, enfin qui boivent le sang des autres. C'est l'ère Taisho au Japon, dans les années 20, et bim, Corona Vampire, les types qui chopent le virus se transforment, et ceux qui ne se maîtrisent pas se font neutraliser par une unité de 4 personnes, eux-mêmes contaminés, Code Zero, hein, c'est leur petit nom. Je pense qu'ils étaient fans du chien de Jack Skellington. Une journaliste tokyoïte fourre son nez dans de sales affaires de meurtre, et elle découvre ce virus, et ce qui en découle, et surtout elle va se rendre compte qu'un des membres de l'équipe spéciale vampire est une personne qu'elle connaissait, mais qui avait été déclarée mort pendant la guerre russo-japonaise. Ça a l'air stylé, ça a l'air beau, ça a l'air de pas trop en faire, mais quand même, hein, on est dans un CNN avec des vampires, donc il devrait y avoir de l'action. La série est déjà dispo sur Wakanim, donc en animé, et au Japon c'était en 3 tomes, je vais donc me laisser tenter par ce titre. Le lendemain, le 14, un petit Lovecraft par Gutanabe, ça faisait longtemps, on va avoir chez Kiyun toujours le cauchemar d'Innsmouth, tome 1, encore une couve style cuir, un format un chouïa plus grand qu'une édition classique, cette collection est vraiment canon, et aujourd'hui Gu, il a bien imposé son style avec ses adaptations, qui sont toujours les meilleures, tous médias confondus, hein. J'en ai déjà parlé donc je vais pas m'étaler plus que ça, mais il a la plus efficace des utilisations du noir dans le manga, de mon point de vue. Les dessins sont juste sombres et chiadés, tout ce que j'aime. Adapter la folie et l'invisible, c'est pas simple, bah lui, il y arrive, donc adapter Lovecraft, hein, c'est compliqué. Là on est en 1927, et Robert Olmsted veut en savoir plus sur lui-même, ça l'emmène à Newburyport, et les mauvaises rumeurs vont bon train sur la ville voisine qu'il doit traverser. Sauf que lui, bah, ça l'intrigue, plus que ça ne l'effraie. Et le zozo, là, bah du coup, il va explorer cette cité effroyable qu'est Innsmouth. Pour ceux qui aiment HP, c'est là qu'on va avoir le culte de Dagon, les profonds, ou encore les Shoggoths. C'est la base du culte de Cthulhu, donc c'est à lire absolument. Cinéma, le 6 octobre, on a un petit animé japonais, 7 jours, de Yuta Murano. Alors je pense que la bande-annonce est pas représentative, donc peut-être que si vous l'avez vu, je vais vous faire changer d'avis et ça paraîtra sûrement moins cucu. Aya, une jeune demoiselle un peu mignonne, va déménager, sauf que Mamoru, lui, il est amoureux d'elle en secret, et ils vont décider de partir 7 jours, de fuguer quoi, pour arriver au moins jusqu'à son anniversaire à elle. Avec leurs amis, ils vont dans une usine abandonnée, sauf qu'ils découvrent qu'il y a un habitant dedans. Un jeune Thaïlandais, réfugié, et qui fuit le gouvernement en attendant de retrouver sa famille. Donc les 7 jours qui devaient être une sorte de semaine joyeuse avant le départ d'Aya vont devenir une bagarre pour protéger ce jeune homme perdu. Donc si vous regardez la bande-annonce, ça, vous ne le comprendrez pas. Et je pense que la VF aide encore moins. Mais franchement, là, le synopsis, perso, ça me donne envie, et je sais déjà que je vais verser une larme, hein, et visuellement, ça a l'air très chouette, comme souvent avec ce genre de long-métrage animé japonais. Il est temps de refermer la boîte de chocolat, et on passe aux temps anciens, mes petits geekougnous. Approchez-vous tout le monde, je vais raconter l'histoire des temps anciens aux étrangers. Les temps anciens, l'histoire des temps anciens. Enfin ancien, on va pas partir très loin non plus, hein, moins de 10 ans, et je vais vous parler d'une œuvre qui me tient à cœur, parce que c'est un peu celle qui m'a réconcilié avec le manga. Oui, on s'était un petit peu perdu de vue, suite à une engueulade, le manga et moi on a eu du mal à s'entendre, tout me semblait tellement routinier, et l'arrivée des animés n'a fait que creuser l'écart entre nous, puis Prophétie est arrivée, et j'ai compris qu'il y avait une phase que je n'avais pas explorée chez le manga, on s'est retrouvés, un nouveau coup de foudre, et on a rallumé la flamme. Donc si vous aimez les seinen,
C'est certain que vous avez au moins entendu parler de Prophétie, et si vous êtes un habitué du podcast, le nom de Tetsuya Tsutsui vous est forcément familier puisque je l'encense et que je vous avais déjà présenté cet auteur-dessinateur lors de la sortie de Noise, son dernier récit à date. Pour Prophétie, on retourne en 2012, chez nous, parce que prépublié en 2011 au Japon. On y suit un criminel, Paperboy, avec un sac en papier journal sur la tête, qui prédit quel crime aura lieu, quand et comment, en postant des vidéos sur les internets. Et le petit bonhomme avec son papier journal sur la tête devient de plus en plus viral sur la toile et est forcément soutenu. Sauf que faire la justice soi-même, quand on y va comme lui, ça reste un crime. Et la police va le traquer pour mettre fin à son jeu macabre. À sa tête, on a l'inspectrice Yoshino, qui est peut-être le seul élément qui me gêne, parce qu'elle est un peu trop vive dans le sens où elle a une capacité de déduction un peu trop forte. Ce qui est de mon point de vue très intéressant chez Tsutsui, j'adore dire son nom déjà quand j'en parlais la première fois, Tsutsui, Tetsuya Tsutsui. Faites-le chez vous, Tetsuya Tsutsui, tellement agréable. Bref, ce que je disais déjà en parlant de Noise, c'est la façon de mettre en place des personnages mauvais pour de bonnes raisons. Ou l'inverse du manichéisme en fait. Et encore, je m'exprime pas bien quand je dis ça, en fait, c'est que les personnages de ces histoires ne font pas le mal pour le plaisir, ils le font pour des raisons qui semblent cohérentes, et du coup, la limite bien et mal est très floue. Autre chose que j'aime chez Tetsuya, c'est sa capacité à rendre du réalisme dans ses récits, par des procédés scénaristiques sensés, mais aussi grâce à sa manière de dessiner. En général, les seinen sont quand même plus travaillés que les shonen, et surtout moins cartoonesques, mais le seinen souffre souvent d'un trop plein de gore ou a tendance à rajouter du superflu. Ici, on est dans un dessin fin et réaliste, mais qui garde son ADN manga. Déjà dans Dud's Hunt, donc son premier manga, paru en France avant le Japon, mais je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode 3 du podcast, c'était super propre et précis. Il a évolué depuis, évidemment, et pourtant ça reste très reconnaissable. Il a un style bien à lui, en fait, que ce soit l'écriture des personnages, qui sont comme nous, ni gentils ni mauvais, un peu des deux, des scénarios qui sont haletants, incisifs et courts, pas plus de 3 tomes, et dans ses dessins, on reconnaît. Les sujets sont forts, et dans celui-ci, c'est bien évidemment la technologie qu'il met en avant. L'injustice que Paperboy veut montrer via les réseaux, sa prise de parole par des actes qu'on peut qualifier d'ignobles, mais pour une cause qui lui semble juste, nous pousse à le comprendre, mais pas à le cautionner. Mais on a du mal à le juger. Enfin, à les juger, c'est pas un spoil, sur une des couves, on voit bien qu'ils sont 4. On comprend que certains les encouragent, ce qui est dérangeant du coup, parce que oui, ils font ça pour rendre justice, mais sans morale. Donc, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais? Je vous laisse le lire pour vous faire votre propre idée. Et pour ceux qui veulent, laissez-moi un commentaire pour me dire votre point de vue sur ce titre, qui, quoi qu'il arrive, est saisissant et poignant. C'est le moment du partage, les amis. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Je crois pas avoir parlé de jeux vidéo dans le partage, alors voilà, une fois n'est pas coutume, je vais partager 12 Minutes, un jeu de Luis Antonio, portugais, son premier jeu, qui a un casting, puisque c'est les voix de James McAvoy, que vous avez pu voir dans Split ou dans X-Men par exemple, Daisy Ridley, Rey dans Star Wars, ou encore Willem Dafoe, qui a joué dans Platoon, Spider-Man de Sam Raimi, c'est le bouffon vert, ou encore récemment dans The Lighthouse avec Robert Pattinson. Il avait déjà fait du jeu vidéo, Willem, puisqu'il était dans le très bon Beyond Two Souls du studio français Quantic Dream. Donc revenons sur 12 Minutes, on rentre du boulot, on arrive dans l'appart familial, et une soirée plutôt bonne s'annonce au vu de l'accueil de notre femme. Sauf que cette soirée commence à peine qu'un policier arrive avec des méthodes pas vraiment traditionnelles, accusant madame de meurtre. On passe assez vite à la violence qui mène à une fin terrible. Et bim, on revient 12 minutes plus tôt, le souffle coupé, au moment où on venait de passer le pas de la porte. Et notre petite femme nous salue à nouveau, l'air de rien, visiblement sans souvenir de ce qui vient de se passer. On est clairement sur un jeu au scénario proche de celui d'un film. Le choix des acteurs est donc sensé, et il y a même des petits trucs qui font plaisir quand on aime le cinéma, je vous laisse regarder le motif de la moquette dans le couloir. Si vous avez aimé les jumelles, ça vous fera sourire. C'est un huis clos, dans ce petit appart, un salon, une salle de bain, une chambre. En plus d'être une boucle temporelle, on est doublement prisonnier dans ce jeu, et tout le but est de pouvoir sortir. Au fur et à mesure, vous allez découvrir de nouvelles choses, en fouillant l'appart, en posant des questions, en faisant des choix parfois difficiles. Chaque action entraîne une conséquence. Il faut vraiment observer et réfléchir. Plus on avance, plus on en sait, plus les possibilités se réduisent, jusqu'au moment où on peut bloquer un petit peu, mais c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Alors ça m'a un peu rendu ouf, mais c'est difficile de s'arrêter, c'est vraiment addictif. On se retrouve un peu dans la peau de Bill Murray, dans Un jour sans fin, sauf que là c'est pas une journée mais 12 minutes, ça rend vraiment fou. Niveau gameplay, c'est très simple,
c'est un point and click vu du dessus. Esthétiquement, c'est pas pour ça qu'on va y aller. En 2021, on a vu mieux. Après, c'est un petit jeu, ça marche super et de toute façon, on y joue plus pour l'histoire que pour la beauté des textures. Bon, je vais pas vous mentir, la fin m'a pas totalement convaincu, mais finalement, c'est plus le chemin pour y arriver qui était intéressant avec une intrigue très très cool que la finalité de l'histoire. Peut-être un peu cher pour le peu d'heures de jeu, hein, 20 € pour 4h30. Bon, si j'avais payé 10, ça m'aurait arrangé. En tout cas, si vous aimez le ciné et le jeu vidéo, franchement, ça va vous plaire, surtout que les doublages sont géniaux et que la trame est prenante. 12 minutes, je conseille. Voilà les potes, on arrive à la fin de cet épisode. On peut échanger en commentaire sur YouTube ou sur Insta, sur tous les sujets que je viens de vous partager. Je suis curieux d'avoir vos avis. Abonnez-vous sur Spotify, Deezer, etc. Laissez des coms, des étoiles sur iTunes ou le pouce en l'air sur YouTube. Hein. Puis parlez-en autour de vous, ça donne toujours de la force. Et sur ce, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Ciao ciao. Hasta la vista, baby.